Bonjour à toutes et tous. Je me présente Lionel Camarata. Je travaille au sein de Lux Innovation, l'Agence nationale de l'innovation au Luxembourg. J'ai le plaisir aujourd'hui pour cette seconde session du cycle qualité et innovation proposé par le MLQE, le mouvement luxembourgeois pour la qualité et l'excellence, de remplacer Sullivan Thomas, le secrétaire général du MLQE, donc pour introduire ce second webinaire. Donc, comme vous le savez, depuis la semaine dernière, un cycle de webinaires gratuits et en digital est proposé par le MLQE auprès de toutes les personnes intéressées par le sujet de l'innovation. On sait tous, même si vous êtes tous des experts de la qualité, que l'innovation est un sujet plus que jamais essentiel pour toutes les entreprises, que ce soit dans sa dimension technologique ou dans une approche plutôt usage. Et on sait très bien que l'innovation, souvent l'innovation, on l'associe un petit peu à une démarche un petit peu artistique, une démarche de créativité pure, et on pense que ça ne s'apprend pas. Or, l'innovation, ça s'apprend. Il y a des techniques qui existent, il y a des méthodes. Et dans le cadre de ce cycle, justement, ces 4 sessions, ces 4 webinaires, nous allons aborder différentes méthodes et outils qui visent à présenter. La première session, c'était présenter un spectre d'outils et de méthodes qu'on peut utiliser lorsqu'on souhaite innover. Et aujourd'hui, on va aborder une deuxième thématique qui est l'innovation en termes de résolution de problèmes, et particulièrement avec une méthode qui s'appelle la méthode TRIZ. Et aujourd'hui, nous avons la chance, et je mesure bien mes propos, on a la chance d'avoir Monsieur Christophe Alter. Monsieur Christophe Alter travaille au sein de l'entreprise Ski. Il est en charge de tout ce qui est technology scouting et il est competitive intelligence leader au sein de cette structure. Et je suis un peu ironique quand je dis ça, accessoirement, vous allez le constater, c'est vraiment un expert de cette méthode TRIZ. Mais non seulement c'est un expert, mais c'est surtout un praticien de cette méthode. Et pour ceux qui ont déjà entendu parler de TRIZ, vous savez que ce n'est pas du tout évident, je dirais, de s'approprier, déjà de comprendre cette méthode, de savoir tout ce qu'elle peut permettre de faire et bien évidemment de l'utiliser. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Christophe Alter comme intervenant. Donc avant de lui laisser la parole, si vous me permettez, juste une petite information concernant les modalités de fonctionnement de notre webinaire. Donc il va durer 1 heure. Vous voyez en bas à droite, chat. Donc si vous voulez éventuellement intervenir, vous pouvez utiliser le chat. Mais surtout pour des questions, je vous invite à cliquer sur l'icône question et à poser vos questions. Monsieur Christophe Alter me donne la possibilité de l'interrompre si vous avez certaines questions durant sa présentation. Donc n'attendez pas la fin de son intervention, voilà, pour lui poser des questions, et j'essaierai d'être, je dirais, de jouer mon rôle de modérateur et justement d'être un petit peu votre représentant à ce niveau-là. Voilà, donc ça dure 1 heure, et néanmoins, à l'issue, il y aura quand même une petite, quelques minutes de questions-réponses si vous avez des questions encore à lui poser. Voilà, je laisse la main maintenant à Christophe Alter. Merci infiniment encore Christophe pour cette intervention. Nous sommes tout oui, et je vous laisse la parole. À plus tard. Merci Lionel, merci à tous de vous joindre à nous. Donc voilà, Lionel m'a un peu présenté. Donc ça fait 18 ans que je suis à Ski. J'ai travaillé beaucoup en product development. Et depuis quelques années, donc je fais du technology scouting, mais j'ai aussi la partie, ce qu'on appelle Innovation Infusion. Et dans ce cadre, j'anime des workshops dans l'entreprise et j'ai fait des formations en ce qu'on appelle Systematic Innovation. Dans cette formation, il y a la partie TRIZ. Quand je parle de Systematic Innovation, c'est quand on est une entreprise qui se veut innovante, il faut pouvoir innover à une cadence continue. C'est-à-dire que nous, par exemple, on se donne un objectif de lancer un nouveau produit tous les 18 mois. Et ça veut dire qu'il faut alimenter le pipeline d'idées tous les 18 mois de façon consistante et de façon à rajouter de la valeur
pour que chaque nouveau produit puisse pénétrer le marché. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut devenir très difficile parce que on peut avoir une idée de génie de temps en temps, mais d'avoir des bonnes idées qui font de l'argent de façon systématique et continue, ça demande un travail et ça demande des outils. Et donc voilà, Trees, c'est un outil qu'on utilise depuis une quinzaine d'années, avec plus ou moins de succès. Au départ, ça a été un peu difficile parce que c'est un outil très lourd. Donc depuis 3-4 ans que j'ai pris en main un peu la formation Trees, j'ai un petit peu allégé et j'ai un petit peu essayé de rendre les choses plus abordables à l'ingénieur, je veux dire «standard» entre guillemets. Donc je vais vous montrer un petit peu les outils. D'abord un petit mot sur Husky pour ceux qui ne connaissent pas. Husky, c'est une société canadienne. Ça fait un peu plus de 60 ans qu'elle a été fondée. Vraiment, on est une société basée sur l'innovation. On est reconnu dans notre industrie comme une société innovante. Euh, et ça aussi, c'est une chose importante, c'est que le fondateur était, on va dire, un génie. Et c'est lui qui a amené l'innovation pendant des années. Et quand il a pris sa retraite et qu'il a revendu la société, il y a eu un énorme vide. Et c'est là qu'on a dû mettre en place des outils parce qu'on n'avait plus ce guide visionnaire dans l'entreprise. Donc, on a dû se prendre en main en tant qu'ingénieur, en tant qu'employé et créer de la valeur, de l'innovation nous-mêmes. Et c'est là qu'on a mis des outils en place. Euh, Ski, c'est aussi, donc on est en fabricant d'équipements pour l'industrie du plastique, des machines d'injection plastique, des canaux chauds, des moules, et on est les seuls dans l'industrie du plastique à offrir tous les équipements nécessaires pour transformer, passer du pellet de matière plastique jusqu'à la pièce finie. On est leader mondial, et c'est vraiment notre spécialité, sur les préformes en PET. C'est-à-dire qu'une bouteille en PET, elle est fabriquée en 2 étapes. La première étape, c'est qu'on va faire fabriquer une préforme par la technique d'injection plastique. Et ensuite, cette préforme sera chauffée et soufflée sous forme de bouteille. Donc, à peu près 80% des préformes dans le monde sont fabriquées sur des équipements Husky. Aujourd'hui, donc on est une entreprise globale. Je vais vous montrer ça au slide suivant. On est à peu près à 1,4-1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires. On est un peu plus de 4500 employés dans le monde. La maison mère est à Bolton au Canada, c'est à côté de Toronto. On a des usines donc à Milton dans le Vermont aux États-Unis, à San Dimas en Californie. On a des usines donc ici, les headquarters pour l'Europe, c'est Luxembourg, à Dudelange. On a aussi des sites de production en Autriche, en République tchèque, en Suisse pour l'Europe. Et en Asie, on a un site de production à Shanghai et à Chennai en Inde. Donc, vous voyez qu'on est vraiment une entreprise globale. Si vous voyez la répartition des 4500 employés, il y a à peu près un quart en Amérique du Nord, un peu plus d'un quart en Europe et un peu moins de la moitié Asie-Pacifique. Et vraiment, ce qu'on dit, c'est qu'on suit nos clients là où ils sont. Et c'est ce qui est un peu spécifique avec le, le, le monde du PET. C'est que typiquement, on va fabriquer la préforme proche du lieu d'embouteillage. Donc, c'est-à-dire là où il y a une source, où il y a un lieu d'embouteillage pour de l'eau, il y aura des systèmes Husky qui vont fabriquer des préformes. Vous voyez ici donc aussi quelque chose qui est spécifique à Husky dans l'industrie du plastique, c'est que on a des personnes de vente et de services qui sont dédiés, qui sont des employés Husky et qui sont des gens locaux. Parce que justement, cette distribution dans le monde entier, on a besoin de gens de maintenance vraiment locaux. Euh, Si vous regardez le revenu par marché, la moitié de nos revenus, c'est sur le marché du PET. On est aussi sur les bouchons, bouchons en plastique pour les bouteilles en PET, mais aussi les bouchons, ce qu'on appelle bouchons spéciaux pour le shampoing, etc. Et ensuite, on a tout ce qui est ce qu'on appelle specialty packaging. Donc, on fait des systèmes pour fabriquer des emballages pour l'alimentaire et tout ce qui est canaux chauds, qui est aussi pour on fait des systèmes pour le médical, des seringues, des tubes pour l'analyse de sang. Donc voilà, on fait un peu de tout. Et si vous regardez la distribution par marché, on est beaucoup sur les marchés émergents, justement parce que besoin d'eau embouteillée ou de boissons embouteillées et d'emballage pour la nourriture.
Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le côté innovation. J'ai d'abord quelques slides un petit peu, on va dire, philosophiques. On parle souvent de créativité et d'innovation. Et moi, j'aime bien dire que la créativité, c'est transformer des dollars en idées, et l'innovation, c'est transformer des idées en dollars. Et donc, c'est là vraiment où les outils sont importants. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des idées très créatives, mais à la fin, il faut que ces idées amènent à un produit, et un produit qui va toucher les clients et qui va créer de l'argent et de la valeur ajoutée pour l'entreprise. Pourquoi aussi des outils d'innovation? C'est parce que on a tous une inertie mentale. Et il y a plein d'exemples pour montrer ça. Ici, j'ai un exemple, c'est fait pour les ingénieurs, donc ceux qui ne sont pas habitués à voir les choses un petit peu en perspective 3D, ça risque d'être difficile, mais ça vous donne un petit peu un bon exemple. Si vous regardez sur le cube de gauche, il y a une face qui est foncée. Alors, où est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous la voyez à l'avant? C'est-à-dire que les arêtes ici qui sont en pointillés sont cachées. Ou est-ce que vous voyez la face sombre à l'arrière? C'est-à-dire que ce sont du coup ces arêtes qui sont cachées. Eh ben, la plupart des gens vont avoir plutôt la vision de la face cachée à l'arrière, parce qu'en fait, si vous regardez les deux cubes, il y en a un que vous voyez depuis le bas, c'est-à-dire que cette face-là est visible par en dessous, et il y en a un que vous voyez par le dessus, c'est-à-dire que c'est cette face-là au-dessus qui est visible par le dessus. Et donc, la plupart des gens, quand on fait un test, vont avoir tendance à voir une image plutôt depuis au-dessus. Et ça, c'est une inertie mentale. Et ça vous montre bien que quand vous voyez un problème, la plupart des gens vont voir un problème d'une certaine façon, qui est basé sur leur expérience, leur éducation, sur leur humeur du jour. Et du coup, quand on voit un problème d'une certaine façon, la solution va être biaisée d'une certaine façon. Et donc, c'est pour ça que les outils sont importants pour vraiment se départir de cette inertie mentale. Donc, vraiment, quand on a un problème spécifique, c'est important je dis il faut se départir de l'inertie mentale, c'est-à-dire qu'il faut aller dans l'abstraction. C'est-à-dire qu'à partir de mon problème spécifique, plutôt que de sauter sur une solution spécifique, je dois créer un problème abstrait. À partir de ce problème abstrait, créer une suite de solutions abstraites. Et à partir de ces solutions abstraites, trouver ma solution spécifique. Si je saute directement de mon problème spécifique à ma solution spécifique, peut-être que je vais trouver une bonne solution, mais ça sera un lucky shot, ce sera un coup de chance. Si je veux être systématique et être sûr de ne pas rater une bonne solution, il faut que je passe par l'abstrait et par des outils. Donc c'est vraiment trouver le bon équilibre entre le réalisme et l'abstraction. Ça, c'est un slide que j'aimais bien. Et mon public à l'intérieur de l'entreprise, on a à la fois des ingénieurs qui sont très réalistes et à la fois des chercheurs, des scientifiques qui sont très abstraits. Et donc, il y a une blague que j'aime bien, qui marche bien avec quand j'ai mon public d'ingénieurs et de scientifiques, c'est qu'avec le scientifique, les choses ne fonctionnent pas, mais il sait pourquoi. Avec l'ingénieur, les choses fonctionnent, mais il ne sait pas pourquoi. Et donc, le tout, c'est de trouver le bon mélange et de trouver le bon équilibre entre le côté scientifique abstrait et le côté ingénieur réaliste. Aussi, une chose sur laquelle j'aime bien appuyer, c'est que souvent, quand on parle d'innovation, on est focusé sur le produit. Or, il est prouvé que les entreprises qui ont du succès n'ont pas seulement un produit innovatif, mais ont d'autres types d'innovation dans l'entreprise. Ici, vous voyez différents types d'innovation. On peut innover sur la façon dont on gagne de l'argent. On peut innover sur la façon dont on se connecte avec les autres pour créer de la valeur.
On peut être innovant sur la structuration de l'entreprise. Comment est-ce qu'on s'organise et qu'on aligne nos talents et nos investissements sur le besoin. On peut être innovant sur les procédés. On peut être innovant donc sur le produit, la performance du produit, c'est ce dont on parle. Aussi sur le système, on peut avoir un produit innovant. Apple a l'iPhone, mais Apple a été aussi innovant en créant tout un écosystème autour de l'iPhone. On peut être innovant sur la façon dont on rend service à côté de notre produit, sur la façon dont on délivre le produit, dont on l'offre aux clients, sur la façon dont on fait le branding, dont on met notre marque en évidence, et sur la façon dont on crée une expérience client. Donc vraiment, il y a beaucoup de paramètres. Il ne faut pas se focuser uniquement sur le produit. Il faut vraiment trouver différents types d'innovation au sein de l'entreprise. Quand on parle d'outils de création, il y en a beaucoup, et je vais en parler, mais le plus connu, c'est le brainstorming. Donc le brainstorming, tout le monde a déjà fait du brainstorming. On se met dans une salle et puis on lance les idées, surtout sans restreindre l'autre. Et l'idée, c'est de rebondir sur les idées des autres. C'est très efficace, mais j'aime bien comparer le brainstorming à tirer à la mitraillette dans une salle sombre. On a de bonnes chances de toucher l'objectif, mais on peut très bien passer à côté. Et c'est là vraiment que les outils, il y a d'autres outils qui sont vraiment importants. Alors, j'aime bien dire, ici, vous avez des exemples d'outils. Le slide est de Darrell Mann. Je vais souvent parler de Darrell Mann dans cette présentation. Et en fait, si vous parlez à un consultant en innovation, chaque consultant aura sa suite d'outils. Et tous ces outils que vous voyez à l'écran ont une valeur et certains s'adapteront mieux à votre problème. Il n'y a pas un outil magique pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de Trees, mais ce n'est pas forcément l'outil qu'il faut pour votre problème ou pour votre business. Toutefois, c'est un outil vraiment intéressant et je pense que ça vaut le coup de se pencher dessus aujourd'hui. Alors même au sein de Trees, ça c'est aussi ça vient d'une société anglaise qui sont vraiment des consultants en Trees. Et Trees, c'est pas un outil. Trees, c'est toute une suite d'outils. Et je vais vous expliquer un peu l'historique après de Trees. Mais au fur et à mesure du temps, des outils s'ajoutent et continuent de s'ajouter dans la suite de Trees. Et certains sont très pointus, sont très difficiles d'accès. Et donc, vraiment, moi, j'ai choisi quelques outils de Trees et on va arriver à la fin de cette présentation vraiment à l'outil principal qu'on appelle la matrice de contradiction. Et donc, je vais essayer dans cette présentation d'avoir un cheminement au travers de quelques outils pour arriver vraiment à la matrice de contradiction. Donc ici, voilà un petit peu le cheminement qu'on va faire aujourd'hui. Vous avez un problème ici sur l'axe des ordonnées. Vous avez le degré d'idéalité. Et ça, je vais en parler. C'est vraiment un terme spécifique à Trees. Avec comme objectif, on a un objectif, le résultat final idéal. Mais ça, c'est un objectif qu'on n'atteindra sans doute jamais. Et il faut arriver à une solution pragmatique parce que dans votre projet, dans votre entreprise, on vous dit vous avez un budget défini, une timeline définie. Il faut que dans 18 mois, je lance mon nouveau produit et j'ai telle ressource, tel budget. Donc, il faut que je trouve une solution pragmatique qui rentre dans ces contraintes. Sur l'axe des abscisses, vous avez le degré d'abstraction. Donc, comme j'expliquais avant, plutôt que de sauter de mon problème directement à ma solution, l'exercice, c'est d'utiliser différents outils que je vais vous expliquer pour vraiment aller dans l'abstraction, trouver des idées et ensuite revenir sélectionner ces idées et trouver les solutions qui rentrent dans votre cahier des charges. Alors, le premier outil, c'est ce qu'on appelle, c'est une matrice 2 par 2. Et donc, en abscisse, vous avez la tangibilité, c'est-à-dire je suis tangible ou intangible. Et en ordonnée, j'ai le focus, c'est-à-dire moi ou nous. C'est un outil, vraiment, c'est pas technique, c'est un peu philosophique. Et je dis toujours, c'est un outil qu'on peut même utiliser dans notre vie quotidienne.
Et un exemple que je vais donner par rapport à cet outil, vous connaissez sans doute la pyramide de Maslow. C'est la pyramide des besoins. Et à la base, on a les besoins physiologiques. On doit manger, on doit être à l'abri, on doit être au chaud. On a besoin on a des besoins de sécurité. Et ensuite, on a des besoins psychologiques et on a des besoins de self-fulfillment. En français, je veux dire de se réaliser. Et si je regarde cette pyramide, on peut la placer, la base, c'est ce qui est tangible et qui me concerne moi, donc les besoins physiologiques et de sécurité. L'étape suivante, c'est ce qui est tangible et nous, c'est-à-dire les besoins d'amour, d'appartenance à une famille, par exemple. Ensuite, on passe du nous, mais intangible, c'est-à-dire les besoins d'estime. On a besoin d'être reconnu dans notre société. Et enfin, on arrive ce qui est intangible et moi, on revient à moi et le besoin de se réaliser dans la vie. Donc, vous voyez, et ce genre de questionnement, on peut l'avoir sur beaucoup de problèmes, sur mon produit, comment je dois positionner mon produit. Donc, c'est un bon outil déjà pour un peu s'éloigner tout ce qui est tangible et essayer de s'amener vers l'intangible. Ok. L'outil suivant, c'est ce qu'on appelle l'opérateur, le système de l'opérateur. Neuf fenêtres. Donc ici en abscisse, vous avez le présent, le passé et le futur. Et en ordonnée, vous avez le système, le super-système et le sous-système. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le présent, c'est ce que mon problème est. Le passé, c'est ce qui peut être préventif de mon problème, et le futur, c'est ce qui peut être correctif de mon problème. Donc, c'est-à-dire, et ensuite, par rapport à mon problème, j'ai des influences externes et j'ai les composants de mon problème. Et c'est-à-dire, comment puis-je agir de façon préventive au niveau de mon problème pour l'empêcher de venir, et comment je peux travailler de façon préventive au niveau des composants de mon problème ou au niveau de l'environnement de mon problème. Et de même, le futur, au niveau correctif, comment est-ce que je peux résoudre mon problème après qu'il soit apparu, ou comment je peux résoudre au niveau des composants par la suite ou de l'environnement. Et ça, même si je viens au niveau de mon composant, je peux ramener mon composant au niveau de mon problème et mon composant aura des sous-composants. Donc c'est vraiment possibilité d'aller à tous les niveaux. Un exemple. Vous avez tous reçu une pizza qui était coulante et qui était humide dans sa boîte à pizza. Donc, comment résoudre ce problème? Je peux travailler au niveau du super système, c'est-à-dire au niveau de la boîte à pizza, de la poche dans laquelle elle a été transportée, de la voiture de livraison, du conducteur de la voiture. Je peux agir au niveau des composants, de la croûte, de la sauce, des composants de la pizza. Et je peux dire, OK, comment est-ce que je peux, si je suis au niveau des composants, comment est-ce que je peux manager mes composants pour éviter que ma pizza devienne coulante? Ou comment est-ce que je peux travailler au niveau de l'emballage de ma pizza pour éviter qu'elle arrive coulante? De même, une fois que ma pizza est coulante, comment je peux travailler au niveau de la voiture ou du conducteur pour la ramener à un état qui est acceptable? Donc après, on peut, voilà, je disais, on peut faire un focus donc au niveau du super système en préventif, c'est-à-dire travailler sur une boîte à pizza qui aura des aérations, qui évite la condensation. Une chose amusante, c'est ce brevet, c'est sur une boîte à pizza et si vous regardez, c'est Apple qui a déposé le brevet. Donc c'est sûrement des employés d'Apple qui, à force de se faire livrer des pizzas sur leur lieu de travail, ont réfléchi, ont trouvé une idée et Apple a déposé le brevet. On peut travailler au niveau de la pizza dans le futur. C'est-à-dire que ici, vous voyez, c'est un plat qui va au micro-ondes et qui peut rendre la croûte croustillante à nouveau. On peut travailler sur les composants en préventif, c'est-à-dire changer la matière de la croûte de la pizza pour éviter qu'elle absorbe l'humidité et qu'elle reste croustillante.
On peut travailler au niveau présent, c'est-à-dire ici, c'est un exemple de Domino's Pizza qui a développé des voitures. Donc la voiture de livraison a un four intégré et donc on fait la cuisson pendant la livraison pour que au moment de la pizza arrive chez vous, elle sort du four. Donc voilà, c'est un outil qui permet vraiment de focuser à différents endroits et pas seulement être sur mon problème, essayer de résoudre mon problème, mais essayer un peu de me détacher, prendre du recul et regarder à d'autres niveaux. Donc voilà, maintenant on va arriver un peu plus à Trees. Donc il y a une chose qui est importante, c'est de se dire, la plupart des innovations sont souvent une combinaison d'innovations précédentes. Et où sont, quand on résout un problème quand je résous un problème dans mon domaine, il y a sans doute quelqu'un qui a résolu un problème similaire dans un autre domaine. C'est-à-dire que moi, je travaille chez Husky, je fais des machines d'injection plastique, je travaille avec une matière chaude que je dois refroidir. Ben, il y a sûrement quelqu'un chez Goodyear qui a les mêmes problématiques et qui a dû résoudre des problématiques similaires, euh, même si on n'est pas pas les mêmes produits, pas les mêmes clients. Donc, c'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé chez les autres. Et ça, c'est vraiment la base de Trees. Alors, qu'est-ce que Trees? Trees a été inventé par Monsieur Altschuler. Donc, et c'est un Russe, et il l'a inventé dans les années 50. Trees, c'est un acronyme pour donc la théorie pour résoudre les problèmes de façon inventive, inventé en 1946 et donc qui s'est développé jusqu'à maintenant et continue à se développer. Donc c'est une méthode systématique et structurée. Donc lui, ce qu'il a vraiment trouvé, c'est les concepts d'évolution technique. Il explique que chaque produit va avoir un certain schéma d'évolution. Et en fait, comment il en est arrivé là? Il travaillait à l'Institut des brevets russes et il avait une formation en statistique. Et en regardant les brevets, il s'est dit comment est-ce que les inventeurs arrivent à une solution. Et donc, il a trouvé que en fait, chaque solution vient en fait d'une contradiction. Et il a réussi à trouver que, en analysant des millions de brevets, qu'il y avait toujours des principes qui s'appliquaient à toujours des contradictions similaires. Et il a trouvé 40 contradictions. Et pour ces contradictions, suivant les brevets, certains types de principes innovants s'appliquaient. Et donc, il a créé une matrice que je vais vous montrer plus tard. Et c'est vraiment l'idée, c'est de dire, dans un système, quand je veux le faire évoluer, j'ai une contradiction. Je veux que ma voiture aille plus vite, mais je veux qu'elle consomme moins d'essence. Donc, c'est une contradiction. Et quels sont les principes inventifs que je peux appliquer pour résoudre cette contradiction? Donc, vraiment, c'est ça. C'est chaque système, vraiment, vraiment, on a des trade-offs. J'ai un compromis. À chaque fois que je fais évoluer un système, je veux avoir une voiture qui a une meilleure accélération, mais elle va coûter plus cher. Donc, je fais un trade-off. OK, je vais mettre un moteur plus gros, mais le trade-off, c'est que la voiture va être plus chère. Mon avion, je veux qu'il soit plus sûr. Donc, pour qu'il soit plus sûr, je vais doubler les fonctions, tripler les fonctions, mais du coup, je vais rajouter du poids. Et donc, j'ai la contradiction entre avoir un avion qui est plus sûr et un avion qui doit être plus léger. Et, et vraiment, toujours ces contradictions, pour les résoudre, on fait un trade-off, on fait un compromis. Et le but, c'est résoudre les contradictions sans avoir de compromis. Alors, la fondation de Trees, c'est de dire, je veux avoir un résultat final idéal. Donc, quand j'ai un système, pour faire fonctionner mon système et avoir les bénéfices que je veux de mon système, j'ai un coût. C'est-à-dire ma voiture, je veux qu'elle avance, je vais mettre de l'essence, elle va m'emmener de bon point A à point B,
mais elle va émettre du CO2. Donc, comment optimiser ce système? Et donc, j'ai un degré d'idéalité que je peux mettre en équation en disant, ben voilà, mes bénéfices divisés par mes coûts et mes effets néfastes, ça donne mon degré d'idéalité et je veux le faire tendre vers l'infini pour avoir mon résultat final idéal. Et donc, le faire tendre vers l'infini, c'est augmenter les bénéfices, ajouter des bénéfices ou réduire les coûts et les effets néfastes. Donc, comme je le disais avant, on a une solution présente. J'ai mon résultat final idéal vers lequel je veux tendre, mais j'ai ma solution pragmatique. J'ai mon idéal pragmatique, c'est-à-dire je veux lancer mon produit dans 18 mois. J'ai une équipe de 20 personnes, j'ai 100 000 euros de budget. Qu'est-ce que je peux faire dans ces conditions pour arriver à un résultat pragmatique? Et j'aurai ma génération suivante de produits qui va s'en approcher dans les 18 mois suivants. Donc, c'est vraiment ça. Il faut trouver la bonne balance entre chercher l'idéal. Je peux être un scientifique qui va travailler toute sa vie à trouver le moteur qui tourne sans consommer d'énergie, mais j'y arriverai jamais. Vaut mieux s'arrêter par étapes et avoir des résultats quantifiables. Et donc, c'est vraiment, vous connaissez tous les S-curves, c'est-à-dire que quand vous lancez un produit, au départ, vous avez donc une nouvelle innovation et au départ, vous voulez la faire fonctionner. Vous allez augmenter l'efficacité jusqu'au moment où elle arrive mature. Et là, vous arrivez sur un plateau. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est quand vous arrivez à un plateau, vous perdez l'avantage technologique sur vos concurrents et vous vous battez uniquement sur le prix. Et donc, vos marges réduisent. Donc, vous êtes dans une logique de réduire le coût. Et la bonne réaction, c'est de se lancer sur la prochaine innovation. Donc ça, c'est un peu l'approche chez Husky de dire tous les 18 mois, pour garder l'avance qu'on a sur nos concurrents, on veut venir avec la prochaine innovation. Et donc, voilà, au fur et à mesure du temps, vous avez votre produit première génération, deuxième génération, etc., etc., pour arriver au fur et à mesure vers votre résultat final idéal. Donc, l'évolution technologique, Altschuler a mis ça un petit peu en théorie. Et par exemple, vous voyez un exemple, un bouclier qui est monolithique au départ, et suivant l'évolution, on va passer sur différentes phases, segmentées, solide, particulate solide, fluide, segmented fluid. Et donc ça, ce sont des tendances d'évolution qu'on peut trouver dans beaucoup de produits. Et donc, il y a la segmentation de l'objet, mais il y en a d'autres. Il y a la segmentation de l'espace, c'est-à-dire qu'une roue a eu différentes évolutions. Et vous voyez ici la façon dont elle a évolué. Et ça suit un certain schéma d'évolution qu'on peut trouver vraiment dans beaucoup de produits. Et donc, la théorie de Trees a trouvé un certain nombre d'évolutions, au total 38 tendances d'évolution. On a parlé de Smart Material, Space Segmentation, Surface Segmentation, etc. Donc, elles peuvent être dans l'espace, au niveau des interfaces ou au niveau du temps. Et chacune, vraiment dans chacun de ces domaines, on peut trouver un schéma d'évolution. Et donc, un exercice qui est intéressant à faire, c'est, et ça, je vous montrerai, il y aura une feuille Excel qui sera disponible, c'est de passer au travers de ces différents domaines et de dire, ben voilà, au niveau de mon produit, comment se positionne-t-il dans l'évolution de certains domaines? On passe dans tous les domaines ne s'appliqueront pas à votre produit. Donc, c'est vraiment un exercice à faire en équipe. On passe dans les 38 tendances d'évolution. Certaines, on dit tout de suite, OK, ça ne s'applique pas. Certaines peuvent prêter à discussion, donc on discute en équipe. Et à la fin, on arrive à un graphique comme ça, où on voit où est-ce que je suis au niveau de l'évolution, au niveau des tendances d'évolution avec mon produit, et quel est le potentiel pour arriver à mon résultat final idéal. Et donc, ça donne une bonne image pour dire, bah, là, j'ai encore 3 états
3 étapes d'évolution qui sont disponibles. Donc, ça vaut le coup vraiment de regarder dans ce domaine. Donc, c'est une bonne façon pour montrer à l'exécutif, par exemple, dans votre société, voilà, on a décidé pour la nouvelle génération de produits de travailler sur tel ou tel domaine, parce que ce sont dans ces domaines qu'on voit le plus gros potentiel d'évolution par rapport aux tendances générales d'évolution. Donc ça, c'est un bon outil, pas toujours facile à utiliser, mais c'est un bon outil. Pour l'outil suivant, je vais vous donner un exemple spécifique à Husky. Donc avant, je vais un peu vous expliquer comment fonctionne une machine d'injection plastique. Ici, vous voyez une machine d'injection plastique de Husky. Donc il y a différentes fonctions dans la machine. En fait, on part de pelets de résine solide qui rentrent dans la machine ici, qui vont passer dans une vis sans fin qui est chauffée. Et donc, on va transformer le solide en plastique liquide. Ensuite, on va le pressuriser pour le pousser au travers ce qu'on appelle le bloc chaud. Ce bloc chaud va diviser un tuyau qui va transporter le plastique et va le diviser en différents tuyaux parce que dans mon moule, dans lequel je vais injecter mon plastique liquide pour le solidifier, je vais avoir plusieurs cavités. Un moule PET peut avoir jusqu'à 144, voire plus cavités. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais injecter du plastique, je vais l'injecter en même temps dans 144 cavités. Et quand je vais ouvrir mon moule, je vais éjecter des pièces solides, 144 pièces identiques, à chaque fois que je vais ouvrir mon moule, donc dans un cycle. Et donc vraiment, je vais passer dans des fonctions plastification, injection du plastique, distribution du plastique, et ensuite formage et refroidissement du plastique. Et ensuite, je vais sortir mes pièces plastiques à l'extérieur. Donc ça, c'est un peu la fonction générale. Et on va focuser dans l'exemple sur le bloc de distribution de matière. Donc à quoi ça ressemble? Ici, on a un exemple avec 2 cavités. Donc j'ai mon plastique fondu qui arrive, je le divise en 2 et je vais le distribuer dans ma pièce. Et si je regarde vraiment à ce niveau, j'ai ce qu'on appelle un obturateur. C'est une pièce métallique qui va venir fermer le canal de distribution. Donc j'ai mon plastique chaud qui arrive ici. Je vais reculer ce qu'on appelle ce stem. Euh, et ce stem qui était, j'utilise des termes anglais parce qu'après vous verrez dans l'analyse fonctionnelle, il y aura les termes anglais. J'ai ce qu'on appelle le gate, c'est la porte qui permet au plastique de rentrer dans la cavité. Et donc, je vais reculer mon stem. À ce moment-là, mon plastique sous pression va rentrer dans la cavité. Quand la cavité est remplie, je vais faire avancer mon stem pour fermer et laisser refroidir le plastique dans la cavité. Donc, maintenant, tout ça pour venir à ce schéma, c'est un schéma d'analyse fonctionnelle typique de TRIZ. C'est ce qu'on appelle Substance Field Analysis. Donc, c'est un schéma fonctionnel qui est très intéressant parce qu'il va montrer ici, en rond, vous avez le plastique. Le plastique fondu, donc qui va passer dans le tuyau original, qui est poussé par l'injection. Dans les carrés beige, j'ai les composants de mon système. Donc mon injection va pousser, va pressuriser le plastique, qui va être divisé dans le bloc chaud, qui va entrer dans la cavité et qui va se solidifier pour faire la pièce moulée. Donc ici, je vais avoir des champs qui vont s'appliquer. Je peux avoir un champ mécanique, c'est-à-dire que mon injection va pressuriser le plastique, et donc sous pression, le plastique va être poussé dans les différents composants pour arriver dans la cavité. Ensuite, j'avais mon stem dont je parlais, donc l'obturateur, et le gate, c'est-à-dire la porte vers la cavité. Mon stem va être activé par une vanne derrière, par un vérin pneumatique, qui va avoir un champ mécanique, une force pour faire bouger mon stem. Et ensuite, mon stem va avoir, et c'est là que c'est très intéressant, va avoir un effet utile. Donc, je mets mon composant en place pour avoir un effet utile, c'est-à-dire il va ouvrir ou fermer mon gate, mais à chaque fois que je vais avoir un composant qui a un effet utile, typiquement, je vais avoir un effet indésirable. C'est-à-dire que mon stem va rentrer
en collision avec mon gate et va créer du frottement. Et donc, il va l'user au fur et à mesure. Mon stem aussi, mon gate, je veux qu'il soit chaud au moment où le plastique passe pour l'aider à passer, mais je veux qu'il refroidisse vite pour que la pièce puisse refroidir. Donc, j'ai aussi un conflit au niveau de mon gate, que je vais avoir de la chaleur qui est amenée par les différents composants, mais je veux qu'il soit froid. Donc, pour aller vite, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est assez compliqué. Faire ce genre de schéma, ça vous permet de voir l'utilité de vos composants au niveau de votre système, ce qu'ils apportent de bien et quels sont les effets néfastes. Et typiquement, quand vous avez un composant qui a un effet positif, un effet négatif, vous avez une contradiction entre les deux. Et c'est là que vous pouvez trouver les solutions, le potentiel d'évolution dans votre système. Donc, on va arriver à la matrice de contradiction, mais c'est vraiment important de passer par ce genre de schéma pour essayer de trouver les contradictions qu'on a dans son système. C'est pas facile à faire, mais c'est un exercice intellectuel très intéressant. Un exemple vraiment simple, c'est j'ai un échantillon que je veux tester pour sa résistance à un acide. Donc, je vais mettre de l'acide dans un conteneur et je vais mettre mon échantillon pour tester sa résistance à l'acide. Alors, mon acide va avoir un effet utile, il va attaquer mon échantillon, mais il va aussi avoir un effet néfaste, il va attaquer mon conteneur. Donc, vous voyez ici la contradiction entre l'effet utile et l'effet néfaste. La solution, c'est peut-être de faire le conteneur dans la matière de mon échantillon. Donc, du coup, mon acide n'a plus qu'un effet utile. Donc, j'ai enlevé l'effet néfaste en réorganisant mon système. Ensuite, on parle de contradictions, le type de contradiction. On a des contradictions techniques, c'est-à-dire que, par exemple, je veux augmenter la productivité, mais j'ai une perte de matière. Donc, ça, c'est une contradiction technique. Et j'ai des contradictions physiques, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai un paramètre physique, c'est-à-dire la température doit être haute pour augmenter la productivité, mais doit être basse pour éviter les pertes. Donc, c'est vraiment ici, je cherche à trouver le bon équilibre entre mes contradictions. Ok, au niveau des contradictions physiques, on a différents types de contradictions. Contradictions dans l'espace, contradictions dans le temps, contradiction entre un élément et le tout, ou contradiction au niveau de la séparation par rapport à une condition. Des exemples, rapidement. Pour un moule d'injection plastique, on a tendance à avoir de la poussière qui s'accumule dans le moule. Donc, il faut le nettoyer de façon abrasive. Typiquement, on pourrait dire, bah, je peux projeter du sable. C'est une façon de nettoyer qu'on utilise beaucoup, par exemple, pour enlever de la peinture. Mais le problème, c'est que le sable, après, il sera présent et il va créer de l'abrasion, il va abîmer mon moule quand je vais l'utiliser. Donc, ce qu'on utilise, c'est de la glace carbonique. Et en fait, elle est présente à un moment, elle a un effet abrasif, mais quand elle va refroidir, elle va se transformer en CED, CO2 et elle va disparaître. Donc, mon abrasif est présent quand j'en ai besoin, mais il est absent quand il peut être néfaste. Un avion peut avoir les ailes qui sont rétractables. Quand j'ai besoin de portance au décalage, les ailes sont dans une position. Et quand je suis à haute vitesse, j'ai besoin de moins de portance, donc elles sont rétractées. Donc la caractéristique est présente à un moment, absente à un autre. Une chaîne de vélo donc, est faite d'éléments rigides au niveau du sous-système, au niveau du composant, mais au niveau du système, on a un élément qui est flexible. Donc ça, c'est vraiment entre la séparation entre un élément et son tout. Séparation dans l'espace, une paire de lunettes avec les verres qui peuvent avoir double ou triple focale. Et donc, suivant la position dans le verre, on a une
une caractéristique qui est différente. Donc ça, c'est une séparation dans l'espace. Séparation à une condition, mon verre peut être devenir fumé suivant si j'ai une luminosité élevée ou transparent si j'ai une luminosité faible. Donc ça, c'est séparation suivant une condition. Voilà, donc les principes inventifs sont donc on peut les caractériser suivant leur séparation dans l'espace, dans le temps ou sur une condition. Je vais rapidement passer parce qu'on n'a plus qu'un quart d'heure. Vous verrez, il y aura un fichier Excel qui sera disponible sur lequel vous avez différents liens pour trouver, c'est des accès gratuits, et pour trouver, par exemple, quels sont les effets physiques disponibles pour réaliser l'action que vous voulez faire. Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont très intéressants. Je passe rapidement, mais vous verrez les liens. C'est très, très intéressant. On en arrive à la matrice de Trees. Donc Trees, ça c'est vraiment le cœur. Quand les gens parlent de Trees, on parle de cette matrice de contradiction. C'est-à-dire que Altshuler, il avait trouvé 40 contradictions. Ici, je vous montre une matrice qui est plus récente. C'est la matrice développée par Darrell Mann en 2010, où lui, il est arrivé à 46 paramètres en contradiction. Et on a toujours 40 principes innovants développés par Altshuler. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai le paramètre numéro 1, le poids d'un objet mobile. Si j'augmente le poids d'un objet mobile, je vais perdre de la vitesse, ou je vais augmenter la force nécessaire à faire bouger mon objet mobile. Donc, c'est-à-dire que j'ai une contradiction entre le paramètre 1 et le paramètre 16. Et vous allez voir dans la matrice, en fait, en analysant le corpus de brevets disponible, on a trouvé qu'à chaque fois que quelqu'un a essayé de résoudre cette contradiction entre le poids d'un objet mobile et la force ou l'énergie nécessaire, eh bien, certains principes inventifs ont été utilisés, comme la segmentation ou le merging, feedback. Et vous verrez, en face de chaque principe inventif, il y a une définition. Et donc vraiment, on va montrer la matrice. Donc c'est une énorme matrice qui a été développée avec les paramètres qu'on veut améliorer et les paramètres qui sont dégradés lorsqu'on veut améliorer ces paramètres-là. Donc par exemple, ici, j'arrive pas à bien lire, mais je crois que c'est ici, je veux augmenter la vitesse, mais je perds de l'efficacité au niveau de l'énergie. Donc, quels sont les principes inventifs qui ont été utilisés? Ils sont à l'intersection dans cette matrice. Et donc, il y a une feuille Excel que j'ai mis en place, qui sera disponible pour les gens qui participent à ce webinaire. Donc, vous dites, je veux améliorer la vitesse, mais ce qui est dégradé, c'est la perte d'énergie, le paramètre perte d'énergie. Donc, les principes inventifs qui ont été le plus utilisés dans le corpus des brevets sont action périodique, qui est une séparation dans le temps, segmentation, qui est une séparation dans l'espace, changer les paramètres, qui est une séparation de conditions, ou curvature, je veux dire pas courbature, qui est une séparation dans l'espace. Voilà, je vais ensuite, en face de chacun des principes, vous verrez dans le fichier Excel, ça c'est aussi disponible sur Wikipédia, vous avez des explications graphiques, ce que peut être la séparation qui est ici nommée la division ou l'action périodique, etc. Et vous avez des exemples qui ont été utilisés, ou vous avez aussi des textes qui vous donnent des exemples. Donc, ça ne va pas donner l'idée, la solution à votre problème, mais ça va vous donner des solutions génériques qui ont été utilisées dans un autre domaine et qui peuvent vous mener à une idée, à trouver l'idée dans votre domaine spécifique. Exemple. Et ça, c'est une vraie solution qui a été trouvée avec Trees. C'est, vous avez un réacteur d'avion, vous voulez augmenter la puissance. Pour augmenter la puissance, vous avez besoin d'augmenter
l'arrivée d'air. Donc, la solution standard, ça serait d'augmenter le diamètre. Mais si vous augmentez le diamètre et que vous gardez la même hauteur de votre aile, vous réduisez l'espace entre le sol et votre réacteur. Et comme ça, il y a une limite minimum. La seule solution, c'est que vous augmentez la hauteur de votre aile, donc vous rentrez dans d'autres contradictions. Donc, ce que vous voulez améliorer, c'est la surface d'un objet mobile. Le worsening, ce qui est dégradé, c'est la longueur d'un objet. Et donc, les principes inventifs disponibles sont curvature, dynamization, asymétrie, mechanical vibration, segmentation. Celui qui a utilisé, c'est asymétrie. Et vous voyez que maintenant, si vous regardez la plupart des réacteurs des gros avions, en fait, le air intake n'est plus rond, mais il est asymétrique. Donc, on a gardé l'espace en dessous, mais on a augmenté la surface. Autre exemple, très rapidement, pour qu'on arrive aux questions. Pour un bateau, je veux augmenter la vitesse du bateau. Par contre, mon problème, c'est qui va se dégrader, c'est le poids de l'objet. Donc, les solutions qui sont proposées sont ici. Et donc, vous allez au travers des solutions, vous essayez de trouver des idées. Et anti-weight, donc vous avez ce type de bateau où on va soulever le bateau pour lui permettre d'avoir une vitesse suffisante. Voilà, et un dernier slide rapidement pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur Trees. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est au niveau de l'INSA à Strasbourg. Il y a un groupe qui est sous la charge de Denis Cavallucci. Denis Cavallucci, c'est un des grands experts, je veux dire même mondiaux, de Trees. Et ce qui est intéressant avec Trees, c'est que ça suit un algorithme. Et aujourd'hui, avec la puissance de l'intelligence artificielle, il y a possibilité de développer des logiciels créatifs. Et donc ça, c'est tout le travail de ce groupe à l'INSA de Strasbourg. Euh, ils travaillent sur des logiciels qui vont analyser non pas seulement le corpus des brevets, mais toutes les publications scientifiques, tout ce qu'on peut trouver comme littérature sur Internet, et avec une capacité de calcul énorme, va pouvoir trouver des solutions et les modéliser pour amener à des solutions à votre problème spécifique. Et donc le travail est très intéressant, je vous invite à aller voir sur leur site, il y a vraiment des choses intéressantes. Voilà, et dernier slide, rapidement, les références que j'ai utilisées, vous pouvez voir Darrell Mann, c'est vraiment, il m'a aidé à faire cette présentation. Un gars très intéressant, il a un site internet, il est sur les réseaux sociaux, et je sais qu'il y a des gens qui sont dans le business. Il a aussi écrit un livre, La matrice Trees pour le business et les ressources humaines. Et c'est assez intéressant. Il a essayé de passer le concept de Trees depuis le côté technique vers un côté plus business. Voilà. J'espère que c'était pas trop rapide. J'espère que vous avez réussi à me suivre. Et si vous avez des questions, je suis ouvert à vous. Merci, merci infiniment, Christophe, pour vraiment pour cette présentation et cette explication au travers d'exemples très concrets de ce qu'est TRIZ et comment ça peut être appliqué. Alors, enfin, j'allais dire bien évidemment, surtout pour des personnes qui n'ont pas forcément un background ingénieur, comme tu l'as dit, TRIZ est également applicable dans le domaine des services. Alors, je crois savoir que c'est, je dirais, un domaine qui est en évolution, pour ne pas dire en développement. Tu as d'ailleurs indiqué dans tes sources justement un lien vers l'application de TRIZ dans le domaine des services. Pour autant, est-ce que tu aurais un ou deux exemples peut-être à nous donner d'application effectivement de ces principes contradictoires dans le domaine des services? C'est, on va dire, la question, je dirais habituelle qui revient parce qu'effectivement, je dirais, le côté technique peut rebuter un petit peu. On comprend bien la puissance de l'outil, mais on se dit dans quelle mesure c'est applicable au service. Ouais, non, j'ai pas vraiment d'exemple. Je sais que Darrell Mann a écrit ce bouquin, je l'ai pas, ce livre.
Donc, il faudrait vraiment aller voir il a un site internet et aller voir un petit peu sur ce que lui fait. Mais moi, je suis vraiment focus technique là. Quand tu as pris l'exemple, tu as pris 2 contradictions, tu parlais de si on reprend l'exemple, d'un produit où tu parlais de la vitesse, et on parlait et en la contradiction, ça peut être par exemple le prix, un prix plus élevé. Je dirais, si on a comme solution, je dirais, le fait de segmenter, par exemple, de découper, je dirais la fonction, est-ce que ça, on peut la reprendre telle quelle et essayer de l'appliquer au niveau des services en disant, bah, finalement un service, si on veut rendre un service beaucoup plus rapide, ça va coûter beaucoup plus cher. Est-ce que ce ne serait pas pertinent pour moi finalement de découper le service dans ses différentes tâches et de se focaliser sur certaines tâches peut-être qui coûteraient un petit peu moins cher plutôt que d'avoir une approche globale. Est-ce qu'on peut procéder de cette manière-là en termes d'analogie? Bonne idée. Bah, je pense que tu prends le très bon exemple. Tu es parti dans l'abstraction. Comment est-ce que je peux segmenter? Il y a des softwares aujourd'hui, on peut acheter des bundles, et donc c'est vraiment de la segmentation. On va acheter ce dont on a besoin et après quand le besoin évolue, on peut racheter des nouveaux bundles dans le software. Ouais, c'est voilà, un bon exemple. Hem, c'est vrai que c'est tu changer des paramètres, nested doll, c'est-à-dire que ça, c'est les poupées russes, c'est aussi un peu de la segmentation. Certains, des principes inventifs, je pense ici, moi, moi, je les applique à vraiment des problèmes mécaniques, physiques, mais quand on va au travers, je pense si on faisait l'exercice, on pourrait trouver facilement des corollaires, au business, en y réfléchissant un peu. Je dois avouer que j'ai jamais fait l'exercice, mais tu viens de le faire en direct et je pense que ça marche bien. D'accord, merci. Est-ce que, au-delà de ce volet sur cette question sur les services, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je regarde, je vois pas a priori d'autres questions sur, je dirais, sur ta présentation. Je pense que c'est quand même l'élément, je dirais, le plus important. On voit bien, je pense, tout l'intérêt de l'outil, cette notion de contradiction. Surtout, ce qui était intéressant, c'est aussi ce que tu as montré avec la fraction, où on voit effectivement les bénéfices et les coûts directs et les coûts indirects au niveau des harmes, et le fait que finalement on n'arrive jamais à un idéal type, qu'il faut arriver à un compromis. Et finalement, on s'aperçoit que ces compromis, ils existent autant dans le développement de produits que dans le développement de services. Et en termes d'outils, ce qui était intéressant aussi, c'est véritablement les 9 fenêtres que tu as abordées au début, où on voit effectivement le travail qu'on peut mener à différents niveaux de granularité et à différents moments dans le temps. Effectivement, et associer les deux finalement, je dirais à la fois Trees avec cet outil-là, on voit effectivement que le champ des possibles est particulièrement important. Donc voilà, juste peut-être une information donc tous les participants, mais tu l'as déjà dit, vous allez recevoir à la fois le document de présentation de Christophe et également le fichier Excel. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant, comme tu l'as dit, pour des raisons de temps, tu n'as pas pu, je dirais, montrer de façon plus détaillée encore ces matrices de contradiction, mais effectivement, le fichier Excel est très intéressant à ce titre de pouvoir, je dirais, associer des paires, définir des paires et voir effectivement la liste des solutions possibles. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de sites qui montrent de façon très illustrée, finalement, qui donnent des exemples sur la façon dont on peut utiliser justement ces matrices de contradiction avec les solutions. Donc voilà. Donc merci encore une fois infiniment Christophe pour cette présentation très détaillée, ces explications. Je ne vois pas a priori d'autres questions.
N'hésitez pas, si tu le permets, Christophe, peut-être dans un deuxième temps, parce que c'est beaucoup d'informations, si je puis dire, à Mhm. digérer d'une certaine manière, parce que c'était très, très riche. Donc n'hésitez pas, si Christophe, tu l'acceptes, à peut-être à le contacter, à contacter Christophe si vous avez quelques questions. Est-ce que tu autorises cela, Oui, bien les sûr. participants à le faire? Voilà, Christophe se fera un plaisir, voilà, de vous répondre ou en tout cas de vous diriger vers peut-être certaines sources qui pourront, je dirais, voilà, vous aider dans votre démarche. Sachez également que la semaine prochaine, pour poursuivre le cycle de webinaires, il y aura, on abordera cette fois-ci un outil beaucoup plus axé, on va dire, sur, non pas sur le volet technique, mais plus sur le volet marché, sur la notion d'usage. On parle beaucoup de design thinking ces dernières années. Donc, il s'agira tout simplement d'aborder cette notion-là et d'expliquer ce qu'est le design thinking, je dirais comment on peut l'appliquer au jour le jour, que ce soit dans une logique de compréhension des besoins clients, comme tu l'as montré, Christophe, notamment au travers, c'était très intéressant, cette matrice de définition, je dirais, des différents types de valeurs intangibles, tangibles, et la pyramide de Maslow que tu as utilisée, mais également, je dirais, trouver des solutions et pouvoir effectivement offrir l'expérience client, je dirais, la meilleure possible et donc créer de la valeur pour celui-ci. Donc si cela vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à participer donc au webinaire la semaine prochaine. Même, ce sera également un mardi et l'intervenante sera Madame Jakubowska, qui dirige le cabinet de conseil pardon, Art Square Lab et qui est spécialiste en design thinking. Je vous remercie encore une fois à tous pour votre présence. Merci une nouvelle fois, Christophe, véritablement pour tes lumières sur ce sujet qui n'est pas du tout facile à, je dirais, à appréhender, à comprendre et à voir tout son potentiel. Donc c'était on ne peut plus clair et on va vous communiquer à vous toutes et tous donc les deux documents de Christophe. Je vous souhaite une très très bonne journée, surtout un très bon appétit et au plaisir de vous revoir ultérieurement pour les autres webinaires. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Bonne journée. Merci à tous.